est l'heure du journal sur Green TV International. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. La 30e édition de la Journée mondiale de la biodiversité a été célébrée hier 22 mai. Les enjeux de la biodiversité dans le contexte des changements climatiques, c'est à découvrir dans ce journal. Les inondations continuent de faire des ravages à travers le monde. En Italie, une dizaine de personnes ont trouvé la mort et plus de 100 000 personnes ont été déplacées. Et puis, que pensent les citoyens togolais de la notion de couche d'ozone et comment la protéger? Vous le verrez dans un instant. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 22 mai comme Journée mondiale de la biodiversité. Cette journée a été adoptée à cause de l'appauvrissement continu de la biodiversité dans le monde et de l'augmentation des effets du changement climatique. Qu'entendons-nous par biodiversité et quelle est son importance dans l'environnement? Suivons ce commentaire de Alessandra Adekombi pour les précisions. Entrée en vigueur en 1993, la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée jusqu'à présent par 196 États. Cette convention internationale vise à défendre la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des ressources génétiques. Étant donné l'importance de l'éducation du public et de la sensibilisation à la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux, l'Assemblée générale des Nations unies a choisi la date du 22 mai comme Journée internationale de la biodiversité. Et cette année marque le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur la biodiversité. Placée sous le thème de l'accord à Sion, reconstruire la biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivantes sur Terre et dans les mers. La biosphère abriterait entre 5 et 30 millions d'espèces. Environ 1,7 million d'espèces animales sont répertoriées et chaque année, de nouvelles espèces viennent s'y ajouter. Mais de nombreuses espèces disparaissent également à cause des actions irresponsables de la société humaine. Alors que l'importance de la protection de la biodiversité est d'actualité, surtout sa préservation pour les générations futures, certaines activités continuent de réduire le nombre d'espèces massives de produits phytosanitaires, la pêche intensive, l'élevage industriel, la déforestation et bien d'autres. Dans l'esprit du thème retenu, il urge que toutes les actions humaines convergent vers la protection de la biodiversité pour l'avenir de la planète et le bien-être des êtres vivants, humains, animaux et végétaux. Le gouvernement zimbabwéen examine depuis le mardi dernier une demande d'autorisation de la société minière Shalom Mining. Cette entreprise locale veut faire la recherche de gisements de pétrole et de gaz dans le parc national de Manapool. On craint pour la destruction du monde animalier et pour l'avenir du tourisme. Les précisions dans ce commentaire qui suit. Le gouvernement zimbabwéen a indiqué mardi dernier vouloir étudier la demande d'autorisation de la société minière Shalom Mining pour explorer les sols du parc national de Manapool, classé comme patrimoine mondial. Cette société a déposé une demande de licence pour prospecter les sols du site touristique à la recherche de gisements de pétrole et de gaz. La réserve de Manapool, qui s'étend sur 6766 km², abrite une concentration remarquable d'animaux sauvages dont les éléphants, des buffles, des léopards, des guépards et des crocodiles du Nil. Selon les écologistes, cette prospection des sols du site touristique risque de repousser les touristes et d'effrayer les animaux sauvages qui iront vers les villages environnants. Ce projet va à l'encontre de l'intérêt national et de l'environnement. Les parcs sont de véritables générateurs de revenus. Ils permettent d'assurer la stabilité climatique d'une grande partie de la population mondiale et aident à éviter d'éventuelles catastrophes naturelles. Vu leur importance, il est nécessaire de les protéger afin d'assurer la survie de la nation et de notre planète. Le gouvernement français donne ce mardi 23 mai le coup d'envoi de sa nouvelle stratégie pour faire face à un réchauffement climatique qui pourrait atteindre les 4 degrés Celsius d'ici 2100.
Avec ce pourcentage, les sécheresses seront notamment multipliées par 4 dans le pays. Les explications dans ce commentaire d'Alessandra Adekombi. La France doit se préparer à un réchauffement climatique du pays de plus de 4 degrés Celsius à la fin du siècle. Dans un document du gouvernement présentant cette consultation, il est proposé que la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation de la France soit basée sur l'hypothèse plus pessimiste. Il s'agirait ainsi de s'adapter progressivement à un niveau de réchauffement en France métropolitaine de 2 degrés Celsius en 2030, 2,7 degrés Celsius en 2050 et 4 degrés Celsius en 2100. Le document qui sera soumis à consultation propose 2 hypothèses. Un premier scénario aligné avec l'accord de Paris où le réchauffement climatique serait limité à plus de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle et qui entraîne une augmentation de 2 degrés Celsius en moyenne en France métropolitaine. Et un deuxième scénario avec un réchauffement de 3 degrés Celsius au niveau mondial, ce qui engendre une augmentation moyenne du mercure de 4 degrés Celsius dans le pays. Dans cette deuxième hypothèse, les impacts s'aggraveront fortement en France métropolitaine. Tout d'abord, les sécheresses seront multipliées par 4 alors qu'elles ont déjà doublé aujourd'hui. Cette réduction de l'enneigement sera au moins 3 fois plus importante. Les vagues de chaleur pourront s'étaler sur 1 ou 2 mois en été et l'étendue des incendies sera amplifiée. Avec ces stratégies, le gouvernement compte harmoniser les politiques d'adaptation au changement climatique. Cela concerne notamment les infrastructures publiques, les réseaux d'eau qui vont devoir drainer des quantités plus importantes, également les routes qu'il faut protéger à tout prix pour laisser passer les secours. Plus d'une dizaine de personnes sont décédées dans les inondations qui touchent le centre de l'Italie. De nombreux villages ont été évacués et plus de 100 000 habitants ont dû quitter leur domicile. D'immenses superficies agricoles ont été ravagées, comme nous le verrons dans ce reportage de France 24. C'est la fin du calvaire pour cet homme. Après avoir passé plus de 24 heures dans sa maison bloquée par la montée des eaux, il est enfin sain et sauf. Toute la journée, les pompiers italiens ont multiplié les sauvetages comme celui-ci en hélicoptère. Le bilan est lourd, au moins 13 morts selon les autorités locales. La pluie s'est enfin arrêtée, mais partout les rivières sont sorties de leur lit. Dans la ville touristique de Lugo, impossible de se déplacer. Seuls quelques habitants osent s'aventurer dans les rues inondées, comme ces 2 jeunes filles, venues constater les dégâts. Par endroits, il est tombé en quelques heures l'équivalent de 6 mois de précipitation. Alors les militaires ont dû se joindre aux pompiers pour évacuer les survivants. Des habitants qui ont tout perdu. Je suis anéanti. Je n'en peux plus. On n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, rien. Dans cette région appelée le verger de l'Italie, les récoltes sont perdues, noyées sous les eaux. Les dégâts s'élèveraient à plusieurs milliards d'euros. Autre conséquence, le Grand Prix de Formule 1 d'Émilie-Romagne a été annulé, le circuit est inondé. Alors, image surprenante, le jeune pilote japonais Yuki Tsunoda a décidé d'échanger son volant contre une pelle pour soutenir les habitants. Les lacs du monde entier face à une sécheresse alarmante. Une étude publiée dans la revue Science a affirmé que les lacs du monde entier tarissent alors qu'ils contiennent 87% des réserves en eau douce. L'activité humaine et le dérèglement climatique en sont les principales causes. Rafietou Mbérego pour les précisions. Le fond du lac Titicaca en Bolivie, totalement asséché, transformé en désert. Ces berges largement découvertes sont celles du lac de Serpenson dans les Alpes. À la place de cette terre craquelée, en Espagne, l'an passé, il y avait un lac. Vu du ciel, Vauglan dans le Jura. Le paysage s'est transformé en moins de 2 ans. Selon une étude publiée dans la revue Science, c'est un lac sur 2 dans le monde qui a vu son niveau baisser ces 30 dernières années. Cette eau douce est notre ressource principale pour l'humanité et son environnement. Et nous n'en prenons pas soin.
it's not given the proper attention. Les lacs contiennent en effet 87% de nos réserves en eau douce. Parmi les causes de leur baisse de niveau, il y a le prélèvement d'eau en amont par l'activité humaine, comme l'agriculture. Dans certaines régions, il y a le manque de pluie, mais aussi le réchauffement climatique. Certains lacs perdent de plus en plus d'eau par évaporation. Et donc même s'il pleut autant, finalement, ils perdent plus d'eau et du coup, ils ont tendance à... Et c'est un phénomène qui s'accélère finalement, parce que plus le niveau baisse, plus ça se réchauffe et plus ça perd en évaporation. Dans le rapport de Science, il est aussi noté que même les lacs situés en zone froide ou humide voient leur niveau baisser. Enfin, en baissant de niveau, c'est aussi la qualité de l'eau qui diminue, les polluants se retrouvant plus concentrés. Les ministres de l'énergie de 9 pays européens ont signé un accord le jeudi 18 mai à La Valette, la capitale de Malte. Cet accord a pour but de faire de la région méditerranéenne un pôle d'énergie verte et de lutte ainsi contre les changements climatiques. Les détails avec Vivas Amana. 9 pays de l'Union européenne sont convenus de faire de la région de la Méditerranée une plaque tournante de l'énergie verte. En effet, les ministres de l'énergie de la France, de la Grèce, d'Italie, de Malte, du Portugal, de la Slovénie, de l'Espagne, de la Croatie et de Chypre se sont rencontrés à La Valette, la capitale de Malte, pour signer ce qu'ils appellent la déclaration de Malte. Cette déclaration conjointe signée jeudi dernier vise à faciliter l'investissement dans les énergies renouvelables dans le sud de l'Europe. La priorité de cet accord est le développement de sources d'énergie renouvelables, les systèmes photovoltaïques, la production et le transport d'hydrogène renouvelable, à la création de solutions de stockage, à la construction de nouvelles interconnexions énergétiques entre les pays méditerranéens membres et non membres de l'Union européenne. Les travaux de la rencontre ont été dirigés par la ministre maltaise de l'Environnement, de l'Énergie et des Entreprises Myriam Dalli et le commissaire européen de l'Énergie Kadri Simpson. Madame Dalli affirme dans un communiqué reconnaître que les investissements dans les infrastructures renouvelables ne sont pas simplement un engagement pour l'avenir avec des objectifs à long terme. Ces investissements sont également la meilleure solution face aux défis actuels du changement climatique. Le groupe des 9 pays signataires de la Convention de Malte dénommée MED9 s'est engagé à instituer un comité de pilotage pour guider le travail de création du pôle vert de la Méditerranée. La couche d'ozone possède une forte concentration d'un gaz qui agit comme un filtre de protection face au rayonnement ultraviolet venant du soleil. Elle se détruit par certaines de nos activités et par le développement de la technologie. L'avis de la population concernant la couche d'ozone et comment la protéger, c'est avec Alexandra Desconduits. La couche d'ozone, c'est ça qui nous protège pour que le soleil ne nous brûle pas sur la terre. Pour protéger la couche d'ozone, nous devons éviter les feux de brousse, et planter les arbres, le déboisement. C'est ce qui permet que le soleil ne nous frappe pas trop, qui ne nous détruit pas. Pour éviter les feux de brousse qui pourraient détruire les fumées, les gaz, les trucs qui pourraient transpercer, quoi. C'est la couche qui nous protège contre la radiation, le soleil et tout. On doit arrêter de faire la fumée partout. Par exemple, brûler les choses partout comme ça. La fumée là, ça dégrade la couche d'ozone. Par exemple, les entreprises aussi qui font beaucoup de fumée. Ça aussi, ça dégrade la couche d'ozone. C'est une couche qui nous protège contre le rayon solaire. Pour protéger la couche d'ozone, il faut arrêter d'utiliser les motos à gaz, les motos à carburant, et utiliser beaucoup les nouveaux moteurs qui sortent, c'est-à-dire les moteurs électriques. C'est la couche qui nous protège contre le soleil. Bon, déjà ne pas jeter les ordures n'importe où, entretenir l'environnement et les gaz à effet de serre. Je pense qu'il faudrait trouver une solution à ça pour que ça ne puisse pas trop détruire la couche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. À très bientôt.